Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette Alter Imo spécialement consacrée au PTZ qui est prolongée jusqu'à fin 2027. Pour commencer la session, donc cet Alter Imo sera animé et présenté par Olivier Le Teneur qui est formateur en immobilier. Pour rappel, pour cette rentrée, nous vous avons programmé une série de 12 webconférences sur des sujets très variés qui vont voilà, du PTZ à la nue propriété en passant par la gestion locative. La semaine prochaine, vous avez deux alter-imo qui sont prévus. Un, le 1er octobre qui concerne la gestion locative réussie, enfin tous les secrets d'une gestion locative réussie. Et nous en avons un autre sur la nue propriété le 3 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en vous connectant sur la plateforme Altaria Partenaire. Et avant de passer la parole à Olivier, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Et en fin de session, Olivier reprendra l'ensemble de vos questions pour y répondre. Voilà. Merci et bonne web conférence. Merci, bonjour à tous. Bienvenue dans cette visio sur le prêt à taux zéro. Alors, le prêt à taux zéro, on va reprendre par une première définition que tout le monde connaît, mais il faut bien commencer par quelque part. Donc, le prêt à taux zéro, c'est un prêt aidé par l'État, donc sans intérêt, qui va devoir servir à financer donc l'achat ou la construction de sa résidence principale en complément d'un autre prêt immobilier et sous condition. Donc, ce sont tous ces éléments-là sur lesquels on va revenir pendant cette heure. Donc juste pour revenir sur l'historique, puisque le prêt à taux zéro existe depuis très longtemps, puisque ça existe depuis les années 95. Là, ce qui est intéressant juste sur ce graphe, c'est pourquoi aujourd'hui on reparle du prêt à taux zéro. On n'en parlait plus depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que les taux des crédits étaient à 1%. Donc c'est vrai que c'était un peu moins intéressant de parler des prêts à taux zéro. C'était monter un dossier relativement compliqué, beaucoup de documents pour gagner peu de choses. Aujourd'hui, avec des taux environ de 4%, c'est vrai que ça redevient une arme et un outil indispensable pour s'adresser à nos prospects pour les résidences principales. Donc là, on le verra, mais c'est vraiment un outil qui va vous permettre soit d'améliorer la rentabilité, donc de diminuer la mensualité de votre client, mais pas seulement diminuer la mensualité, c'est surtout de les devenir finançable. Et c'est ça qui peut être très intéressant aujourd'hui. Donc tout d'abord, le prêt à taux zéro, il y a deux paramètres qu'on va regarder, tous les paramètres qui vont concerner le logement qui va être acheté, et les paramètres qui vont concerner les acquéreurs, que ce soit en termes de revenus, nombre d'occupants, etc. Donc tout d'abord, en termes de logement éligible, on va regarder d'abord le type de bien. Donc est-ce que ce sont des maisons, est-ce que ce sont des biens collectifs? Donc là, vous avez tous entendu parler que en 2024, le prêt à taux zéro a été recentré sur le collectif en zone tendue. Les maisons les maisons individuelles sortent du dispositif, considérées comme trop énergivores par le gouvernement. Et dans la politique de zéro artificialisation nette, c'était logique que les maisons sortent du dispositif. Ensuite, la zone d'acquisition. Donc, vous savez qu'il y a des zones tendues, les zones A et B1, et des zones détendues, zones B2 et C. Donc là, on a vraiment une différence qui s'est installée. Pour le neuf, on va se concentrer sur les zones A et B1, et pour tous ceux qui veulent acheter de l'ancien et bénéficier du prêt à taux zéro, ce seront dans les zones B2 et C. On verra après, je peux le dire tout de suite, mais il y a un point quand même à retenir, c'est que dans certains cas, notamment pour tout ce qui est BRS, PSLA, dans des zones spécifiques, on peut acheter aussi du neuf dans les zones détendues et de la maison. Donc voilà, là il y a des petites spécificités, mais je dirais que quand vous travaillez avec un promoteur comme Cogidim, il n'y a pas trop de questions à se poser puisque sur le site, il est indiqué si le logement est éligible ou non au prêt à taux zéro. Ensuite, on va regarder la composition du foyer. La composition du foyer, donc là, il faut bien faire attention, on ne parle pas de foyer fiscal. Là, on n'est pas sur du Pinel ou un autre dispositif. On va regarder
pour le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le nombre de personnes qui vont ou qui va occuper le logement. Donc qu'on soit marié, pacsé, en concubinage, temporairement avec quelqu'un ou pas, peu importe, c'est le nombre de personnes qui vont occuper le logement au moment de la livraison. Un petit détail, c'est qu'il y a aussi par exemple les femmes enceintes. Les femmes enceintes, si on est capable de fournir un certificat de grossesse, l'enfant, le futur enfant sera considéré comme occupant aussi de la résidence principale. Donc ça, c'est pour la composition du foyer. Et ensuite, on va regarder le montant d'acquisition, puisque c'est à ce montant d'acquisition que va être appliqué le pourcentage de quotité de prêt à taux zéro. Et en fonction de la composition du logement et de la zone, le plafond retenu pour ce calcul de quotité sera différent. On verra aussi tout à l'heure. En ce qui concerne les bénéficiaires, donc on va regarder trois critères personnels qui vont être à respecter. Déjà, l'achat doit être réalisé par une personne physique. Donc, si c'est par le biais d'une SARL, d'une SCI ou autre, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la personne particulière, la personne physique qui peut investir. Ensuite, il faut être primo-accédant. On va revenir sur la définition de qu'est-ce que c'est que être primo-accédant. Et donc, primo-accédant pour acheter sa résidence principale et pas pour faire un investissement locatif. Et puis en termes de critères de ressources, donc là, on a eu beaucoup de communication par le gouvernement cette année. Les critères de ressources se sont élargis, avec les premières tranches qui se sont élargies pour toucher plus de personnes, et la création d'une quatrième tranche pour encore aller toucher plus, même les tranches moyennes, pour aller jusqu'à, je crois, 6 ou 7 millions de personnes éligibles au prêt à taux zéro. Donc là, j'ai remis en mémo donc le critère dont je parlais tout à l'heure pour tout ce qui est logement neuf en PSLA, BRS, les acquisitions en TVA, taux réduit en QPV. Ils ne sont pas concernés en fait par tout ce système de recentrage sur les zones et la dissociation entre le neuf et l'ancien. Ce qui est intéressant aussi, c'est on voit aussi que le gouvernement a essayé d'élargir aussi les zones. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait 7 ou 800 villes qui sont passées, qui ont changé de tranche cet été. Il y en avait déjà plus de 200 qui avaient changé de B1A ou de B2 à B1 en décembre dernier. Donc, vous voyez, il y a déjà 1000 villes qui ont changé de tranche, encore une fois, pour élargir le nombre de personnes éligibles au prêt à taux zéro. Alors, on a décidé en fait d'aborder le sujet un petit peu différemment d'habitude, hein. Je vais commencer par les questions qu'on nous pose généralement, parce que c'est aussi par rapport à ces questions qu'on va pouvoir déterminer quels sont les clients potentiels. Et puis surtout pour répondre aux clients, parce que ce sont des questions qui reviennent toujours sur la table et qui sont un petit peu un peu un peu difficile à aborder. Donc au moins, vous aurez déjà les réponses pour vous aider dans votre démarche commerciale. Bon, la première slide, on en a déjà parlé. Est-ce qu'on peut acheter via une société? Non, ça on l'a vu, hein, personne physique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme revenu ou quels sont les revenus qu'on va prendre en compte pour le calcul du PTZ? Ben, c'est le revenu de toutes les personnes qui vont occuper le logement. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement regarder deux personnes parce qu'il y a deux personnes qui sont sur la même avis d'imposition. S'il y a une autre troisième personne qui habite aussi ce logement, et ben on va aussi regarder son RFR N-2. Ensuite, la chose qui est forcément très régulièrement abordée, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de séparation ou de divorce, hein, puisqu'il y a à peu près un couple sur deux qui se sépare. Ben, l'acquéreur qui va rester dans le bien va conserver le prêt à taux zéro. Par contre, la personne qui va quitter le bien, ben, non seulement ne bénéficiera plus ne pourra plus utiliser le bien, mais il va devoir attendre 2 ans pour refaire l'acquisition d'une résidence principale afin d'utiliser le prêt à taux zéro. Donc ça peut être important de le savoir, de le spécifier, mais c'est aussi quelque part une façon aussi de trouver des cibles. C'est-à-dire que si dans vos portefeuilles clients, vous avez des clients, puisque vous les connaissez bien, qui sont en séparation, qui se sont séparés l'année dernière, bah, peut-être que la personne qui a quitté le bien va vouloir à un moment ou un autre refaire l'acquisition de sa résidence principale. Et ben là, ça fait déjà 1 an qu'ils sont séparés, le temps de retrouver le bien, d'avoir le financement, etc., pourra certainement rebénéficier du prêt à taux zéro. Ça, c'est important parce que beaucoup de personnes pensent ne plus être éligibles ou pensent ne plus pouvoir faire l'acquisition de la résidence principale et donc
redeviennent purement et simplement locataires. Donc ça peut être des cibles aussi pour vous dans vos portefeuilles clients. Voilà, donc ça, c'est un point qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que être primo-accédant? Donc, en quoi consiste cette condition? Donc, l'emprunteur et co-emprunteur ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années. Là, on ne parle que des emprunteurs et co-emprunteurs. Les autres personnes qui habitent à l'intérieur du logement ne sont pas concernées par cette condition, contrairement à la condition de revenu. À qui s'applique la condition? Donc, emprunteur, co-emprunteur. Ça, c'est très important. Y a-t-il des exceptions? Oui, forcément, on est en France, donc il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Là, l'exception concerne principalement les personnes qui sont concernées par tout ce qui est invalidité. Donc là, j'ai mis les quatre principales. Donc c'est soit être titulaire d'une carte mobilité inclusion. Bon, je vous laisse lire les différentes conditions, mais à partir du moment où les personnes sont concernées par ce type d'événement, on va dire, la condition de primo-accession n'est pas applicable. Ensuite, quelles sont les conditions d'occupation du logement à titre de résidence principale? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle comme résidence principale? Le logement, donc, ça veut dire que est concerné comme résidence principale un logement dans lequel on va y habiter plus de 8 mois par an, par l'emprunteur et l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient passer 3 jours de temps en temps ou sa semaine de vacances. Non, il faut y rester 8 mois par an. Donc bien sûr, il y aura des exceptions qu'on verra après. Et ça, cette condition, elle est valable pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura notre résidence principale, pendant 6 ans, les personnes qui seront déclarées comme étant occupants devront rester dans leur résidence principale pendant ces 6 prochaines années. Donc, les exceptions, c'est quoi? Donc, cas de force majeure. Donc, là-dedans, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça, on verra après pour tout ce qui est contrôle, mais il y a un petit peu de tout et rien. Par exemple, un enfant qui va être étudiant, il faut forcément, il peut être peut-être délocalisé ponctuellement de la résidence principale. Ça peut être pour des obligations pour une activité professionnelle. Certaines personnes ont dans leur contrat de travail une obligation de déplacement ou de grosse mobilité. Tout ça, ce sont des conditions qui permettent de sortir de cette limite des 8 mois par an. Donc voilà, il y a toujours des choses. Donc ça, il faut vraiment voir avec le banquier, parce que c'est toujours une question de personne aussi. C'est la personne qui est en face de vous qui va valider le dossier ou pas. Donc c'est des points à voir avec eux. Voilà, conditions professionnelles principalement, hein, qui permettent de déroger à cette condition de résidence principale et surtout de cette durée des 8 mois. La question aussi, c'est quelquefois, on sait qu'on utilise notre résidence principale à usage commercial. Donc, est-ce qu'on peut utiliser à usage commercial un logement qui bénéficie du prêt à taux zéro? Oui, si la partie destinée à cet usage commercial ne dépasse pas 15% de la surface qui est financée par le crédit. Tout ça, toujours pendant les 6 premières années. Passer le délai des 6 premières années, là, il n'y a plus cette limite de 15%. Dans quel cas peut-on mettre en location le logement? Parce que forcément, on est en France, donc tout le monde essaie de contourner la loi. L'objectif, c'est si on peut bénéficier du prêt à taux zéro pour en plus faire du locatif, là, c'est tout bénéfice. Voilà, donc il y a des conditions, mais ce n'est pas pour tricher. C'est par exemple quand on sait qu'on va utiliser cette résidence principale, mais uniquement au moment de la retraite. J'ai 60 ans, je sais que dans 5 ans, je suis en retraite. Voilà, j'ai repéré la résidence en Bretagne ou ailleurs pour passer ma retraite. Voilà, je l'achète maintenant. Je sais que dans 5 ans, je suis en retraite. Je vais y faire dans 5 ans ma résidence principale. Pendant les 5 prochaines années, je vais pouvoir la mettre en location. Voilà. Donc ça peut être aussi des pistes pour vous. Quand vous connaissez votre client, vous savez qu'il est bientôt en retraite, que son rêve, c'est peut-être de changer de région au moment de sa retraite. Il est peut-être intéressant de lui proposer de faire l'acquisition de sa future résidence principale maintenant pour pouvoir déjà démarrer son crédit et en plus de bénéficier du prêt à taux zéro. Donc ça peut être une piste aussi pour vous de recherche de clients. Autre exception, c'est quand on a une mobilité professionnelle, c'est-à-dire que si on doit du coup faire un trajet d'au moins 50 km, ce qui correspond à peu près à 1h30 de route, à ce moment-là, on peut décider de mettre sa résidence principale en location. C'est autorisé.
Dans le cas d'un décès, un divorce, des dissolutions, d'un Pacs, bon, toutes les conditions classiques de tous les dispositifs qui permettent de sortir d'un dispositif, ben là, ce sont les mêmes conditions qui permettent aussi de sortir du dispositif, en fait, de la règle d'occupation à titre de résidence principale et donc de mettre en location le bien. Pareil pour le chômage. Alors attention, quand on dit location, il y a quand même des règles à respecter. On ne met pas n'importe quel loyer à n'importe qui. C'est à partir du moment où là, c'est une aide de l'État, bah, l'État dit, voilà, vous pouvez mettre en location. Par contre, il va falloir respecter les plafonds de ressources et de loyers qui sont les plafonds du PLS. Ça, vous retrouverez les plafonds sur le site internet ou lors d'autres vidéos. Est-ce qu'on peut transférer un crédit? Est-ce qu'on peut revendre un logement acheté avec un prêt à taux zéro? Parce que les gens sont toujours stressés de se dire je m'engage pour une durée longue. Bien évidemment, on peut toujours revendre un bien acheté avec un prêt à taux zéro. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains points à respecter. Donc, toute mutation, ça peut être une vente ou une donation, ça va entraîner un remboursement intégral du capital restant dû. C'est normal, on revend, donc on touche un capital, on rembourse le crédit. Il y a des exceptions, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas des exceptions, c'est des spécificités. C'est que si on le fait et que l'on se dit, ben oui, mais j'ai eu l'occasion de bénéficier d'un prêt à taux zéro, là, je change parce que je voudrais éventuellement racheter une autre résidence principale, peut-être plus grande ou différente ou un autre endroit. Est-ce que je peux transférer le prêt à taux zéro sur un nouvel achat? Oui, éventuellement, vous pouvez le faire à condition que la banque l'accepte. C'est uniquement lié au fait que la banque l'accepte ou non. Ce n'est pas une loi, c'est que c'est possible, mais encore une fois, c'est votre conseiller bancaire qui pourra l'accepter ou pas. Si la demande donc, intervient dans les 6 premières années, hein, il y a toujours ce délai de 6 ans, bah, la nouvelle acquisition va devoir respecter les conditions d'attribution du prêt à taux zéro en vigueur au moment de la demande du transfert. Après le délai de 6 ans, là, il n'y a plus ces conditions à respecter, on peut le transférer sur n'importe quelle autre acquisition. Y a-t-il des conditions à respecter en termes de montant de prix? Non, il n'y a aucun montant. Vous pouvez revendre au montant que vous souhaitez, faire la plus-value que vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Les sanctions, parce que si je vous dis qu'il y a des limites, des délais à respecter, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention? Ce qu'il faut, c'est revenir à l'origine du prêt à taux zéro. On dit que c'est un prêt aidé par l'État, ce n'est pas les banques qui font le cadeau des 0%, sauf quelquefois sur des boosters ou des spécificités, mais le prêt à taux zéro à l'origine a été créé par l'État et c'est une aide de l'État. Et donc, en fait, comment ça se passe? C'est que la banque fait un prêt à taux zéro, mais comment elle se rembourse? Et bien, en fait, c'est simplement l'État par le biais de la société SGFGAS, bon courage pour le retenir, mais SGFGAS, c'est cette société qui est mandatée par l'État pour faire les contrôles et qui va rembourser sous la forme d'un crédit d'impôt les banques. C'est-à-dire que si le prêt à taux zéro déclenche un gain pour le client de 1 000 euros, je dis n'importe quoi, et ben, cette société va rembourser la banque via un crédit d'impôt de 1 000 euros. Donc forcément, cette société est au courant de tous les acquéreurs, puisque en fait, il y a des justifications à faire, et cette société est susceptible, et le fait, est susceptible de contrôler au hasard des dossiers. La société n'a pas son mot à dire sur l'octroi du crédit. Ça, c'est purement la banque qui donne qui décide d'octroyer le crédit, la financiabilité, etc. C'est la banque qui décide. Par contre, a posteriori, cette société va pouvoir contrôler si les acquéreurs respectent toutes les règles, que ce soit la surface du logement commercial, si c'est loué, pourquoi est-ce que c'est loué, le nombre d'occupants, etc. Susceptible de vérifier. Il n'y a pas que la banque qui peut contrôler, cette société peut contrôler. Et qu'est-ce qui peut se passer si jamais on se rend compte que les acquéreurs ont menti, notamment sur le nombre d'occupants ou sur la surface commerciale? Eh bien, il peut y avoir une demande du remboursement de la clôture du PTZ, soit éventuellement uniquement la partie des intérêts qu'aurait dû payer l'acquéreur s'il avait respecté la loi, ou des intérêts supplémentaires. Voilà. Donc, tout ça, c'est en fonction de l'exagération sur le contournement de la loi qu'il y aura des sanctions et l'importance des sanctions. Donc c'est important, il y en a déjà eu, donc voilà, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a déjà eu des abus, et donc forcément, notamment des personnes qui achètent et qui après mettent en location, bah forcément, s'ils ne respectent pas le PLS, etc., voilà, tout ça, c'est des conditions qui peuvent causer des sanctions.
Donc voilà, là c'est pour toute la partie questions. C'est souvent des questions que l'on peut rencontrer ou que l'on peut avoir. C'est aussi des questions, encore une fois, qui vous permettront peut-être d'identifier ou de retrouver dans votre base de données des clients éligibles. Maintenant, on va passer sur la méthodologie du calcul du Pareto zéro. Alors, je vous rassure, hein, l'objectif, c'est pas de calculer une mensualité, hein, c'est très, très compliqué, mais c'est plus de vous donner des endroits où vous, en tant que conseiller, vous allez pouvoir agir pour optimiser le calcul de ce prêt à taux zéro. Donc, il y a un certain nombre d'étapes, hein, six étapes, on va dire. La première, bah, ça va être de déterminer le nombre d'occupants. Forcément, vous avez un client en face de vous. Voilà, qui est-ce qui va occuper cette future résidence principale? Une, deux, trois, cinq, 10 personnes. Et le montant des ressources. Le montant des ressources que l'on va regarder, il y a deux montants de ressources qu'on va regarder. Le RFR N-2. C'est sur ce RFR N-2 en fait que va se baser, c'est là-dessus qu'on va regarder pour déterminer dans quelle tranche se situe notre prospect. Et le deuxième revenu, ça va être le revenu actuel, mais ça sera plus pour savoir si le client est finançable. Le RFR N-2, attention, là j'en parle plus en ce moment, c'est que aujourd'hui on va regarder le RFR d'il y a 2 ans. Là on va arriver en fin d'année, donc on va bientôt avoir des offres qui vont être éditées en 2025. Donc là, comme ce RFR N-2, c'est par rapport au référentiel de l'édition de l'offre, on va décaler bientôt d'une année. Donc à partir du moment où vous allez juger que l'offre ne sera plus éditée en 2024 mais en 2025, attention de bien faire glisser aussi la recherche du RFR N-2, parce que sinon, vous serez quitte à recommencer le dossier avec un nouvel avis d'imposition. En tout cas, une fois que vous avez le RFR N-2 de tous les occupants de la nouvelle résidence principale, on va comparer ce RFR N-2 avec le montant de l'acquisition divisé par 9. Ne me demandez pas d'où ça vient. Voilà. On va comparer. Voilà, si le logement fait 450 000 euros, on va diviser 450 000 euros par 9 et on va comparer ce chiffre avec le RFR N-2. Et on retient donc le montant le plus élevé. C'est ça qui nous servira à déterminer la tranche dans laquelle se situe notre prospect. Un exemple, si par exemple on a un RFR N-2 de 40 000 euros, si l'acquisition est de 425 000 euros, 425 000 euros divisé par 9, ça fait 47 222. Bah, le montant que l'on va retenir pour le calcul du PTZ, c'est 47 222 et non pas le RFR N-2. D'où l'importance de ce coefficient 9 et on verra tout à l'heure l'impact. L'étape numéro 2, bah, justement, une fois qu'on aura déterminé le nombre d'occupants, ce nombre d'occupants va permettre d'identifier un coefficient. Voilà, il y a un coefficient qui va de 1 à 3,3 en fonction du nombre d'occupants. Un célibataire, c'est coefficient 1. C'est-à-dire que s'il a 40 000 euros de RFR N-2, 40 000 divisé par 1, ça fait toujours 40 000. Puis en fait, en fonction du nombre d'occupants, ça permet d'arriver à une sorte de revenu par occupant, un peu comme le revenu fiscal. Un exemple, je prends une famille de 4 personnes dont le RFR, donc là c'est RFR N-2 est de 60 000 euros. On voit dans le tableau en haut à droite, hein, c'est le tableau des coefficients. Dans le tableau A4, nombre de personnes logées 4, le coefficient familial est de 2,1. On va faire 60 000 divisé par 2,1, ça fait 28 572. C'est ce montant-là que l'on va retenir pour ce foyer-là. Et quand on va regarder, si par exemple, on a le tableau, donc ici, hein, le tableau qui est en bas à droite, c'est le tableau des revenus, on va dire, par occupant. Par exemple, si la personne est dans la zone A, s'il a donc ce type de revenu, 60 000 euros avec 4 personnes, 28 572, on voit qu'on est en dessous de 31 000 euros et au-dessus de 25 000 euros. Donc la case entourée, 31 000, ça veut dire que cette famille sera dans la tranche numéro 2. C'est cette tranche qui permettra de déterminer toutes les autres caractéristiques du prêt à taux zéro. Si cette personne investit en zone B1, et bien à ce moment-là, on est entre 26 et 30 000. À ce moment-là, la tranche qui s'appliquera au PTZ, la tranche qui s'appliquera à ce client, ce sera la tranche numéro 3, etc. On peut le calculer d'une autre façon. Ça peut être une méthode simplifiée, hein, plutôt que de devoir appliquer le coefficient, parce qu'il y a des conseillers qui ont un peu de mal à savoir dans quel sens je dois diviser, je dois multiplier. On finit par se mélanger un peu les pinceaux, surtout si on doit le faire rapidement devant un client. À ce moment-là, vous pouvez préparer à l'avance ce type de tableau. Le tableau, c'est ni plus ni moins que le coefficient, mais appliqué. Là, je l'ai appliqué en zone A, c'est-à-dire qu'on retrouve, hein, si je reprends le tableau d'avant,
Vous voyez que dans la tranche 1, on est en zone A, tranche 1, 25 000 euros. Ça, c'est pour une personne. Vous voyez par exemple que le coefficient familial pour deux personnes, c'est 1,5. Et ben dans ce tableau-là, nombre de personnes, 2, 25 000 fois 1,5, ça fait bien 37 500. Ça veut dire que si le couple a un RFRN-2 de moins de 37 500 euros, il sera dans la tranche 1. En fait, là, du coup, quand on regarde ce tableau, on n'a plus à se soucier du coefficient familial. On peut lire simplement le tableau. Ça veut dire que si j'ai 4 personnes, tant que dans le foyer, il y a un RFRN-2 de moins de 52 500 euros, bah, ce foyer sera dans la tranche 1. Si il est, qu'est-ce que je pourrais prendre? S'il est célibataire et qu'il gagne, il a un FRN-2 de 28 000 euros, bah là on reprend première ligne, célibataire, 28 000 euros, on est entre 25 et 31, donc on sera dans la tranche 2. Voilà, c'est un tableau plus facile à lire, il y a moins de calculs à faire et au moins on peut l'avoir à côté et sans avoir à chercher les coefficients. Alors, un cas pratique, donc là, je ne vais pas vous le faire faire, vous êtes un peu trop nombreux, on va le faire ensemble. Donc là, je prends un couple dont la femme est enceinte. Le RFR, donc facile d'avoir un certificat de grossesse, puisqu'elle est enceinte de 6 mois. En général, on disait qu'il fallait que la femme enceinte soit enceinte de au moins 3 mois. Bon, la vraie condition, c'est d'avoir ce certificat de grossesse. Ils ont un RFR-N-2 de 50 000 euros et ils souhaitent acheter un appartement qui fait 470 000 euros. Est-ce que c'est possible en zone A? Donc là, je vous ai remis les tableaux, hein, c'est les tableaux dont on a besoin pour faire le calcul. Et bien là, voilà. Première étape, donc, je vous rappelle, première étape, on détermine le nombre de personnes et on va comparer le RFR avec le montant de l'acquisition divisé par 9. Le montant de l'acquisition, 470 divisé par 9, ça fait 52 222. On va le comparer avec le RFR, 50 000. Donc, on va retenir 52 222. Là, c'est le montant de l'acquisition qui va être utilisé. Étape 2, on sait il y aura 3 occupants, puisque l'enfant compte. 3 personnes, on est en zone A. Le coefficient, donc 3 personnes, c'est 1,8. 52 222 divisé par 1,8, ça fait 29 000, un peu plus de 29 000 euros. On regarde, tranche A, 29 000, on est entre 25 et 31 000 euros. Ça veut dire qu'on est dans la tranche numéro 2, tout simplement. Si on n'avait pas pris en compte le coefficient 9, on serait peut-être arrivé dans la tranche 1 et donc on aurait emmené notre client sur une mauvaise estimation, une mauvaise simulation. Une fois qu'on aura donc déterminé cette tranche va nous permettre de déterminer un certain nombre d'informations, notamment la quotité du prêt à taux zéro et puis les conditions de remboursement. Donc, première chose, hein, là, j'ai repris un exemple. Il faut vraiment vérifier que notre client ou notre famille ou les personnes qui vont occuper sont éligibles. Donc, j'ai repris un exemple. Je reprends un célibataire qui n'a pas d'enfant, RFRN-2 de 35 000 euros et il souhaite faire l'acquisition d'un appartement de 330 000 euros en zone A. 330 000 divisé par 9, ça fait 36 666. On est donc bien au-dessus de 35 000 euros. Mais on est en dessous de 49 000. Le 49 000, c'est, juste pour vous avoir ça en tête, c'est pour un célibataire, c'est le plafond de revenus pour lequel il pourra avoir un prêt à taux zéro. S'il gagne 50 000 euros, si son RFRN-2 est de plus de 49 000, s'il a 50 000, il n'aura pas accès au prêt à taux zéro. Donc là, le prêt à taux zéro, donc 330 divisé par 9, et son RFRN-2 étant inférieur à 37 000 euros, eh bien, il sera dans la tranche numéro 3. Par contre, si son logement coûtait 335 000 euros, 335 000 euros divisé par 9, c'est plus grand que 37 000. À ce moment-là, cette plus grande 37 000 et plus petit que 49 000 euros, il basculait dans la tranche numéro 4. Là, c'est là où vous pouvez avoir un conseil. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai un appartement qui m'intéresse, le prix c'est 335 000 euros, le fait de regarder ça, ça vous permet de détecter qu'à quelques milliers d'euros près, il bascule dans une tranche. Et donc d'une quotité de prêt à taux zéro et de conditions de remboursement qui sont différentes. Donc peut-être qu'il a la possibilité soit de chercher un appartement avec
si c'est dans une résidence qui fait 1 mètre carré de moins, pour descendre de quelques milliers d'euros et donc de rebasculer dans la tranche numéro 3, soit de négocier avec le promoteur, pour ça je ne devrais peut-être pas le dire, quelques milliers d'euros. Ça permet de redescendre dans la tranche du dessous. Et donc là, vous faites la différence avec certains de vos collègues ou concurrents ou banquiers et qui vous permettent d'avoir une mensualité qui peut être complètement différente. Parce qu'entre une quotité, vous allez le voir après, une quotité de prêt à taux zéro de 40% dans la tranche 3 ou de 20% dans la tranche 4, ça peut faire une grosse différence en termes de mensualité. Donc voilà, là, c'est un impact, c'est quelque chose où un simulateur ne vous le dira pas forcément. C'est vous c'est vous seulement qui pourrez avoir l'œil et dire, attends, juste à 3 000 € près, là, tu pourrais passer dans une quotité prête au zéro beaucoup plus intéressante et éventuellement de rendre votre client finançable. Donc ça, c'est important. C'est vraiment là où vous faites la différence. Les conditions de remboursement, ça c'est juste pour le fait de savoir comment ça marche. Donc vous avez vu tranche 1, tranche 2, tranche 3, la tranche 4, nouvelle tranche de 2024, donc avec une quotité de 20%. Donc quand je vous disais qu'il y avait une grosse différence, hein, c'est que non seulement vous avez une quotité de 40% et la tranche 4 20%, mais aussi vous avez un différé de remboursement du prêt à taux zéro de 2 ans dans la tranche 3 et de 0 dans la tranche 4. Donc, ça veut dire que dès le départ, vous devez commencer à rembourser le prêt à taux zéro quand vous êtes dans la tranche 4. Et en plus, vous n'avez que 10 ans pour le rembourser, alors que vous en avez 13 sur la tranche numéro 3. Donc, tout ça fait que forcément, le changement de tranche peut avoir un impact sur la mensualité. Autre remarque, autre nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est la tranche numéro 1. La tranche numéro 1, vous voyez une quotité à 50%. Jusque-là, la quotité était plafonnée à 40%. Aujourd'hui, la tranche 1, il faut essayer au maximum d'être dans cette tranche, permet d'avoir une quotité de prêt à taux zéro de 50%. L'exercice que je vous ai fait entre la tranche 3 et la tranche 4, on le retrouve, et peut-être même encore plus souvent, entre la tranche 1 et la tranche 2. D'où l'importance aussi, hein. Vous avez aussi une quotité de prêt à taux zéro qui peut être différente, et en plus, les conditions de remboursement qui sont très différentes. Donc, ça aura un impact important aussi sur la mensualité. On a aussi quelquefois la question de clients ou de conseillers, tranche 2, tranche 3, c'est quoi la différence? On a dans les deux cas une quotité de 40%. Ça sert à quoi d'avoir deux tranches différentes? C'est simplement que les conditions de remboursement sont différentes, fortement différentes. Vous voyez notamment la période de différé de 24 mois ou de 96 mois. Et ça aussi, ça peut avoir un impact, même si la quotité de prêt à taux zéro est la même, ça va avoir un impact sur la mensualité lissée. Pourquoi je vous montre ce tableau? C'est justement pour ça. Parce que nous, quand on va parler à un client, généralement, on va parler que d'une mensualité lissée. Mais vous, votre rôle, c'est justement d'aller identifier à quel moment c'est intéressant ou non de rester dans une tranche ou de changer de tranche. Et c'est parce que vous savez ça que vous allez pouvoir analyser et mieux conseiller votre client. Et c'est toujours intéressant de pouvoir dire à un client qui va dire, je suis dans la tranche 2, dans la tranche 3, j'ai la même quotité, mais j'ai une mensualité différente. Vous êtes trompé. Non, c'est les conditions de remboursement qui font que votre mensualité est différente. Une fois qu'on a déterminé toute cette partie qui est liée au prêt à taux zéro, on va devoir déterminer maintenant à combien va s'appliquer cette quotité. Le 20, le 40, le 50%, on va l'appliquer à quel montant? Parce que forcément, on ne va pas l'appliquer au montant global de l'investissement. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme plafond? Donc, nouveau tableau. Donc, vous le voyez en bas à droite. Nouveau tableau, comment on le lit? Ça veut dire que dans la zone A, pour un célibataire, le plafond retenu pour le calcul de la quotité de prêt à taux zéro, c'est 150 000 euros. Donc, je rappelle, par exemple, quand on a un célibataire, s'il est dans la tranche 1, on sait que la quotité du prêt à taux zéro est de 50%. Donc, un célibataire, au maximum, s'il est dans la zone A, il pourra avoir un prêt à taux zéro de 50% de 150 000 euros, soit 75 000 euros. Voilà, c'est comme ça que ça va se lire. S'il il est dans la tranche numéro 2, pardon? Ah, je croyais qu'il y avait une question. S'il est dans la tranche numéro 2, ce sera 40%. Ce sera 40% de 150 000 euros. Donc là, il y a un exemple. On a un célibataire sans enfant qui a un RFR N-2 de 34 000 euros et il souhaite faire l'acquisition d'un appartement qui fait 350 000 euros en zone A. 350 divisé par 9, ça fait 36 666. Donc il est en dessous des 37 000 euros. En zone A, donc le plafond retenu, ça sera 150 000 euros. Il est dans la tranche numéro 3, donc 40% de 150 000 euros. Il aura le droit à 60 000 euros de prêt à taux zéro. Voilà comment on fait encore une fois. C'est pas compliqué, mais il faut aller dans le bon ordre. Petit exercice pour s'entraîner.
Bon, encore une fois, on ne va pas le faire comme ça, on va le faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, on a un couple qui a deux enfants. Il souhaite investir, mais là, il ne sait pas s'il va investir en zone A ou B1. C'est vrai qu'il y a des régions où on a des villes qui sont assez proches, mais les zones sont un peu différentes. Donc voilà, il sait qu'il a un RFR-N-2 de 52 000 euros, mais il ne sait pas du tout jusqu'où il peut aller. Est-ce que c'est intéressant? Lui, il pense qu'il n'a pas les moyens d'aller en zone A parce que c'est toujours un peu plus cher, forcément. Donc il veut aller en zone B1. Bah voilà, ça vaut peut-être quand même le coup de regarder parce que vous l'avez vu qu'il y a différents plafonds, différents zonages, et que bah, en fonction des endroits, bah, ça pourrait peut-être quand même intéressant de regarder en zone A. Donc on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est un couple, donc deux personnes avec deux enfants, donc quatre occupants. Le RFRN-2, c'est 52 000 euros. Là, on n'a pas encore le montant de l'investissement, donc on ne peut pas comparer avec un montant d'acquisition divisé par 9. Donc pour le moment, on va regarder juste avec l'information que l'on a. 52 000 euros divisé par 2,1, puisque quand on regarde dans le tableau à gauche, nombre de personnes 4, coefficient familial 2,1. 52 000 divisé par 2,1, ça fait 24 761. Donc s'il est en zone A, il sera dans la tranche numéro 1. S'il est en zone B1, il sera dans la tranche numéro 2. Donc déjà là, on voit qu'il y a une différence parce que s'il est en zone A, il aura un PTZ à hauteur de 50%. S'il est en tranche 2, il aura un PTZ à hauteur de 40%. Ensuite, on va regarder quel va être le montant maximum qui va être retenu pour l'opération. Si on est en zone A, vous voyez hein, dans le tableau qui est à peu près au milieu, si on est en zone A pour 4 occupants, le plafond retenu, c'est 315 000. Donc il aura le droit à 50% de 315 000 euros. Ça veut dire 57 500 euros. S'il est en zone B1, le plafond, deuxième colonne, 283 500, il aura le droit à 40% de 283 000 euros, donc il aura 113 000. Donc vous voyez que déjà là, il a à peu près 45 000 euros d'écart en termes de prêt à taux zéro. Ça peut avoir un impact important et sur le taux moyen, on va dire, de l'opération, le taux d'emprunt moyen, et donc du coup sur la mensualité. Bien évidemment, une fois qu'on a ça, il faudra quand même faire attention au moment où on aura choisi un montant d'acquisition, de ne pas faire changer de tranche l'investisseur. Je dis n'importe quoi, on prend un investissement à 1 million d'euros, bah forcément là, on risque de décaler dans les tranches. Donc là, j'ai juste pris un petit exemple. Ça peut être une mécanique à faire quand on a le client en face. Ben voilà, moi, je vous conseille, puisque là, pour le moment, on n'a pas de montant d'acquisition. Si vous restez, puisque là, on sait que si vous êtes en zone A, vous êtes dans la tranche 1. Ben, pour rester dans la tranche 1, ben, éventuellement, ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser un prix d'acquisition de 472 500 euros. Pourquoi? Comment on fait pour calculer ce chiffre-là? Ben, pour être dans la tranche 1, bah, c'est 25 000 euros pour un célibataire. Le coefficient, on est 4 personnes, c'est 2,1. 25 000 fois 2,1 fois le 9, hein, puisque c'est ça on regarde, c'est le prix de l'acquisition, bah, ça fait 472 500 euros. Donc s'il achète quelque chose à 470 000 euros, on sait qu'il sera encore dans la tranche 1 et qu'il aura 50% de 315 000 euros de prêt à taux zéro. S'il l'investit dans un appartement qui fait 480 000 euros, il sera au-dessus et donc il va basculer dans la tranche numéro 2. Donc, il va descendre à 40%. Donc ça peut être un conseil. Si vous avez les clients, moi, je vous conseille d'aller chercher des logements dans cette tranche-là. Ou si vous en avez sous le coude, eh ben, vous lui présentez les logements plutôt dans cette tranche-là. Et si on regarde dans la zone B1, bah, le prix maximum d'acquisition sera de 491 000 euros. Donc là, j'ai repris un exemple. Voilà, on choisit quelqu'un, bah, voilà, on a trouvé un appartement où on sait que peut-être qu'il n'est finançable, entre guillemets, qu'à hauteur de 450 000 euros. Bah, s'il est en zone A, sa mensualité sera de 2 094 euros. S'il est en zone B1, sa mensualité sera de 2 250 euros. Donc ça peut avoir un impact. Donc du coup, j'ai fait le calcul inverse. Quel montant il pourra avoir en zone B1 pour garder la même mensualité que s'il avait acheté en zone A? C'est 415 000 euros. Donc là, on a simplement, alors après c'est peu ou pas beaucoup, ou beaucoup, je ne sais pas, c'est 35 000 euros d'écart entre l'investissement en zone B1 et en zone A. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, un prix du marché dans la zone de recherche de notre client ou pas? Ça, c'est un autre sujet, c'est à voir avec lui. Mais en tout cas, ça vous permet d'orienter et en tout cas de rassurer ou pas votre client sur le montant de son investissement. Voilà, donc ça, c'est vraiment quand on veut pousser un peu plus la recherche ou quand on a les informations et qu'on est devant notre ordinateur, voilà, où est-ce qu'on peut emmener notre client, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, comment on peut se démarquer et pas répondre simplement au client qui dit, voilà, j'ai trouvé un super appart à 473 000 euros. Oui, non, hein, descendez de 500 euros et au moins là, vous allez vraiment optimiser votre mensualité. Autre exercice,
qui va un peu dans le même sens. On va aller un petit peu moins loin dans cet exercice pour pas aller trop loin dans l'horaire. Donc là, on recherche le montant du prêt à taux zéro pour un foyer de 5 personnes qui a un RFR de N-2 de 74 000 euros et il recherche un investissement aux environs de 500 000 euros. Même chose, hein, toujours pareil. Donc, première étape, quel est ce qu'on va prendre comme revenu pour le calcul de la tranche PTZ. Donc, on a d'un côté le RFR N-2 qui est de 74 000 euros. D'un autre côté, une montant d'acquisition de 500 000 euros. 500 divisé par 9, ça fait 55, quelque chose. Donc là, on va retenir le RFR N-2. C'est 74 000 euros. Nombre d'occupants, 5. Coefficient 2,4. 74 divisé par 2,4, ça fait 30 833. Donc, s'il est en zone A, il sera dans la tranche numéro 2. S'il est en zone B1, il est dans la tranche numéro 4. Donc là, vous voyez une grosse différence. Passer de la tranche 2 à la tranche 4, non seulement on passe de 40 à 20% de PTZ, et les conditions de remboursement étant très, très différentes, là, en termes de capacité d'emprunt, ça peut avoir un impact très, très important. Quelle quotité, quel montant? Donc bah voilà, là on le voit, donc dans la zone A, pardon, comme il est dans la zone A, tranche numéro 2, il aura 40%. 40% de 360 000 euros, ça fait 144 000 euros. S'il est dans la zone B1, on est dans la tranche numéro 4, je crois, donc c'était 20% de 324 000 euros, ça fait 64 800. Vous voyez, là, il aura 80 000 euros à peu près d'écart en termes de prêt à taux zéro. Et après, modalité de remboursement, bah, il suffit de lire la suite du tableau, hein. Si on est en tranche numéro 2, bah, voilà, il aura un différé de 96 mois et un remboursement de 12 ans pour le prêt à taux zéro. Et s'il est en tranche 4, pas de différé et 10 ans pour rembourser le prêt à taux zéro. Ça, en général, on n'en parle pas trop avec les clients. Autre petite nouveauté, sans rentrer dans le détail de ce calcul, autre nouveauté du PTZ 2024, vous savez certainement que jusqu'à aujourd'hui, le montant du prêt à taux zéro ne pouvait pas dépasser le montant des autres crédits. Sur le PTZ 2024, il y a une exception, c'est dans la tranche 1, le prêt à taux zéro peut dépasser de 25% les autres crédits. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient de 1,25 pardon, entre le montant du prêt à taux zéro et les montants des autres crédits. Donc ça, c'est important aussi, hein, une raison de plus pour essayer de garder votre client dans la tranche numéro 1. Et puis, c'est un paramètre à avoir en tête parce qu'encore une fois, hein, quand on va utiliser bêtement un simulateur, c'est le simulateur qui va faire le calcul de la mensualité. Donc, si vous ne réglez pas les bons paramètres, ben, vous n'allez pas savoir si vous avez bien conseillé ou pas. Donc là, il faut faire les calculs avant parce que, notamment quand le client a un apport, vous pouvez régler l'apport. Parce que si vous ne réglez pas cet apport, le simulateur va baisser le montant du prêt à taux zéro pour pas qu'il dépasse soit le coefficient de 1,25, soit, s'il n'est pas en tranche 1, les autres crédits. Si vous vous rendez compte qu'il dépasse, vous allez pouvoir dire bah, baissez un peu le montant de votre apport, comme ça on va optimiser le montant du prêt à taux zéro. Ça, c'est aussi un bon conseil. Le simulateur, il ne le sait pas, il ne pourra pas le calculer. Vous, oui. Donc ça aussi, c'est un point où vous pouvez avoir un vrai conseil auprès de vos clients. Deux exemples pour terminer, deux ou trois exemples. Là, j'ai juste voulu, pour montrer à ceux qui sont toujours pas convaincus par le prêt à taux zéro, la différence entre un financement classique et un financement en utilisant un prêt à taux zéro. J'ai pris un exemple de 3 occupants avec un montant d'investissement de 270 000 euros. Bah voilà, j'ai pris les frais classiques. Dans les deux cas, j'ai pris des frais de notaire offerts, hein, ce qu'on rencontre en ce moment, par exemple, assez régulièrement. On arrive à une mensualité de 1 488 euros si on a un prêt classique, ce qui fait un taux d'endettement pour quelqu'un qui est dans un revenu aujourd'hui de 46 000 euros, un taux d'endettement de 39%. Bon, inutile de vous dire que là, la personne ne sera pas finançable. Et grâce au PTZ, et juste en appliquant le prêt à taux zéro, sans chercher grand-chose de plus, on descend un taux d'endettement de 31,3%. Donc, du coup, le client redevient finançable. Alors, ça, là, on a la chance, on est tombé dans un cas extrême où on passe d'un côté à l'autre, mais ne serait-ce que de passer de quasiment 1 500 euros à 1 200 euros, 300 euros de gain mensuel sur une mensualité, même si ça ne le rend pas finançable qu'il l'était déjà avant, je pense que votre client vous sera reconnaissant et vous amènera un petit peu de recours.
Autre exemple, vous rencontrez quelquefois en concurrence l'ancien. C'est toujours une question qui revient en dehors des aspects énergétiques, beauté ou autre, peu importe. En termes financiers, voilà, quelqu'un qui vient vous voir ou qui dit bah non, moi je préfère l'ancien, j'ai trouvé, je suis en train de chercher, j'ai un budget de 210 000 euros pour acheter un appartement, un vieil appartement. Bah, quand on regarde le montant d'investissement, alors, je considère qu'on emprunte la totalité hein, pour l'exercice, entre les frais de notaire, les frais de dossier, etc. On va arriver à une mensualité de 1200 euros. 1203 euros exactement avec mon simulateur. Bah, quand on compare le prêt à taux zéro, simplement le prêt à taux zéro classique, si on veut arriver dans une mensualité identique, c'est-à-dire 1200 euros, on peut emprunter le même appartement que dans le cas juste avant, 270 000 euros. Donc ancien 210, neuf 270 000 euros, ça fait 28% de plus, quasiment 30% d'écart. Donc quand on vous dit le neuf, c'est plus cher, peut-être que c'est plus cher, mais je ne parle pas des normes, etc. Mais en termes de mensualité, on peut arriver à la même chose. Donc ça peut être un point très intéressant pour vous. Et après, si on creuse un peu plus pour les plus réticents ou les plus difficiles à convaincre, quand on est dans l'ancien et quand on est dans le neuf, hein, quand on va parler du coût énergétique, vous savez peut-être que la différence, et ça c'est des statistiques qui sont réelles, entre un appartement dans l'ancien, pas une passoire énergétique, mais ancien, c'est-à-dire on va dire D ou E, et du neuf, le coût énergétique, c'est plus de 2 euros du mètre carré par mois. C'est-à-dire qu'un appartement, on va dire que là, un appartement qui fait 40 mètres carrés, 40 fois 2, 80 euros de plus par mois, juste en coût énergétique. Ça ne se voit pas sur la façade, ça, les 80 euros. Par contre, 80 euros, si on le rajoute au montant du crédit, ça veut dire qu'on peut encore ajouter 15 000 euros d'emprunt dans le neuf. C'est-à-dire que là, on passe à 285 000 euros. Et là, on aura vraiment une mensualité identique. Sans avoir de mauvaise surprise de devoir refaire une toiture, d'avoir des nouvelles normes qui font qu'on sera obligé de refaire des travaux, mais simplement sur des choses factuelles entre la mensualité du crédit plus le coût énergétique, la facture mensuelle énergétique. Là, on arrive déjà à plus de 30% d'écart entre l'ancien et le neuf. Et je ne parle pas des reventes et des autres choses à prendre en compte dans l'achat de neuf. Voilà, donc moi j'ai fini cette petite formation. J'espère que j'ai été à peu près clair. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. Et sinon, de toute façon, je reviendrai vers vous par mail. Effectivement, il y a des questions. On va commencer par celle-ci, qui est un peu le point de départ. Le montant de l'acquisition tient-il compte des frais de notaire et Non, des frais bancaires? non. C'est uniquement alors les frais bancaires, oui, les frais de recherche aussi, agence peut-être, mais pas les frais de notaire. Les frais de notaire ne sont pas inclus dedans. Et dans la foulée de cette question, est-ce qu'on parle bien de personnes au foyer pour déterminer le nombre et non de part fiscale? Oui, là, c'est les noms d'occupants, hein. C'est pour ça que je spécifiais que peu importe le fait d'être marié en concubinage, on peut tout à fait être en concubinage et avoir deux avis d'imposition différents ou avoir, voilà, je dis n'importe quoi, mais voilà, on s'installe avec nos voisins. Bon. Ça fait quatre personnes, on n'est pas sur le même foyer fiscal, mais c'est quatre personnes. On va regarder le RFR des quatre personnes et ça fera quatre occupants, bien évidemment. Autre question, si le client en N-2 était à l'étranger, quel RFR prendre en compte? Alors, s'il était à l'étranger, on va prendre zéro. On prend zéro. Pour tout ce qui est expatrié, effectivement, on prend zéro. Un cas aussi, la question va peut-être arriver après, une question qui arrive, c'est quand on a, parce qu'on parle de divorce, mais qui dit divorce dit quelquefois garde alternée ou pas. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Parce que là, du coup, en termes de nombre d'occupants, si j'ai mes enfants une semaine sur deux ou un week-end sur deux ou je sais pas, qu'est-ce qu'on prend en compte? Là, on va regarder l'avis d'imposition. On va regarder si effectivement, si c'est officiel, qu'il y ait une demi-part, que la part est partagée, et éventuellement, bah, à ce moment-là, il sera occupant des deux côtés. L'enfant sera occupant des deux côtés. Si une personne, Christelle, qui souhaite revenir sur le cas d'achat avec le PTZ, dans le cas où il y a une occupation quelques années plus tard, au départ en retraite, par exemple. Est-ce qu'on- C'est-à-dire?
Vous avez présenté donc Oui, pour le départ en retraite, oui. On prévoit de partir en retraite dans 5 ou 6 ans. Oui, et donc, est-ce est-ce que Donc, Christelle, est-ce qu'on peut prétendre, j'ai pas compris en fait ton explication là sur le fait de prétendre au prêt à taux zéro, d'acheter un appartement donc via le prêt à taux zéro qu'on mettrait en location sous condition qu'on le récupère pour résidence principale dans 5 6 ans à la retraite, oui, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à plusieurs reprises, on parlait de ce délai de 6 ans. Donc, la condition, c'est si j'achète une future résidence principale aujourd'hui, sachant que je serai en retraite dans 6 ans, hein, parce que c'est le créneau, c'est qu'aujourd'hui, j'ai accès au prêt à taux zéro pour cette résidence principale, mais là, c'est sous condition de mettre ce bien en location aux conditions du PLS et de devenir résident principal dans maximum, on va dire, dans les 6 ans de cette nouvelle résidence principale. C'est plus clair, Christelle? Les 6 ans, c'est quoi 6 ans? C'est fixe, pourquoi 6 ans en fait? Bah, c'est le délai toujours du prêt à taux zéro, hein. Comme on voit pour la partie de la surface commerciale, c'est pendant 6 ans. Les contrôles du nombre d'occupants, c'est toujours pendant 6 ans. Une fois que les 6 ans sont dépassés, on fait un peu ce qu'on veut. Bah, là, c'est à condition que dans 6 ans, maximum, on soit en retraite et qu'on habite cette maison à titre de résidence principale et qu'on ait mis ce logement en location. est-ce que ça répond à votre question, Christelle? Oui, oui, merci. Non, elle n'est Et, pas convaincue. et- Je te rappellerai. Ouais, ouais. Non, mais ça me laisse beaucoup d'ouverture. C'est plus ça qui me. Bah, qui me c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de trouver des pistes justement de recherche. Mais on en reparlera effectivement. Ouais. Non, mais c'est très bien. Au contraire, voilà. Merci. et autre question de Christelle, donc un étudiant en troisième année de médecine peut-il prétendre au PTZ si parent garant? Bah, après, ça va être une condition de financement. Après, c'est la banque. Oui, s'il est plus rattaché au foyer fiscal, on va regarder son RFRN-2. Bah, s'il est en troisième année de médecine, il n'a pas dû gagner beaucoup. Donc, forcément, son RFRN-2 sera bon. Du coup, il faut juste voir comment il va financer son bien. C'est juste ça. Soit il est rattaché au foyer fiscal, et là, ça va être. Soit il est rattaché. Alors, ce sera pour que lui l'occupe. Oui, c'est ça. C'est Euh, pour son occupation, pour enfin, voilà, pour son usage personnel, pour sa RP, justement. euh, Alors, attends, là, il y a la double question sur le RFR. Donc, il sera le seul occupant. Donc, parce Oui. qu'il ne va pas déménager avec ses parents, je suppose. Donc, il Non. sera le seul occupant. Donc, bon, on va regarder son RFR-2 qui sera, je suppose, à peu près nul. Oui, il n'y a pas de problème. La seule problématique, ça va être est-ce que la banque va le financer? Là, on va revenir sur une problématique, c'est que là, on va regarder le RFR, ça va être bon. Le prix de l'acquisition divisé par 9, on va dire que c'est bon. Après, c'est là où je disais, on va regarder l'autre revenu. La partie revenu, c'est le revenu de l'ANN, c'est est-ce qu'il est finançable? Parce qu'on va se dire que dans 6 mois, il a son crédit, comment il va le rembourser? Donc aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va être la problématique, c'est qu'en troisième année de médecine, bah, il n'est pas interne, il aura pas beaucoup de revenus. Euh, je pense qu'il va devoir encore attendre un petit peu. Ah Faut non. peut-être attendre qu'il soit, ouais, qu'il soit interne pour pouvoir avoir son salaire d'interne. Et son RFR-2 sera toujours bon. Merci. Autre question donc de Sidonie. Pour un salarié de moins de 1 an, le prêt à taux zéro peut-il lui être accordé? Alors, CDI validé, logiquement, je pense qu'il y aurait pas de souci. Si son CDI est validé, oui. Franck, 6 ans égale accord du prêt, livraison du bien? C'est livraison du bien. C'est Livraison du d'occupation, en fait. Oui. Euh, autre question. Bonjour, si Monsieur X achète seul, mais il vit avec une compagne et 2 enfants, on prend les plafonds que de Monsieur X ou de Monsieur X et de sa conjointe Monsieur également? X, conjointe. 4 occupants, et on prend les RFRN-2 des deux. Et les revenus des deux pour le financement. Et on avait une remarque de Franck, tranche 2 et tranche 3 sont identiques sur le volume du prêt.
sur la quotité du prêt à taux zéro, hein, ce que je disais, 40% dans les deux cas. La seule différence, c'est sur les conditions de remboursement, où on aura un différé qui sera différent et une durée de remboursement qui sera différente. C'est ça qui va avoir un impact sur la mensualité lycée. Mais sur le montant du prêt à taux zéro, ça sera le même. Y a-t-il d'autres questions ou des intervenants, enfin, ou des personnes qui voudraient prendre la parole? Ou compléter mes réponses, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont eu cette problématique de retraite ou des problématiques autres. Donc, n'hésitez pas à participer et à partager vos expériences. C'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas. Je n'ai pas toutes Oui, les bonjour. informations. Oui, Oui, bonjour. Ryan, bonjour. j'avais une petite question pour être sûr d'avoir bien compris. Le cas de l'expatrié qui est à l'étranger et pour qui il y a des revenus reconnus à zéro, imaginons qu'il gagne 100 000 euros par an, il revient Oui, en France, on considère ses revenus à zéro, ça veut dire que mécaniquement il y a droit ou pas? oui, oui. Oui, oui. A priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour tout ce qui est. Parce qu'en fait, il n'a pas de référence. Donc, comme il n'a pas touché de revenus en France, RFRN-2, 0. Ok, parfait. Ouais, j'avais un doute sur la compréhension, mais maintenant c'est clair. Merci. Pour Sidonie, je rappelle que la webconférence sera disponible dans l'espace vidéothèque du site Altaria Partenaire. Vous pourrez revisionner le Ah, contenu. et j'ai une petite précision aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, forcément tout ça, on arrive après un calcul de mensualité lycée. Vous allez avoir bientôt à disposition un simulateur qui va vous permettre à partir d'une mensualité cible, c'est-à-dire par exemple mon client peut mettre 1000 euros et donc de son profil, nombre d'occupants, etc., de revenir à un montant éventuel d'acquisition en fonction de sa zone de recherche, etc. Donc, voilà, il y a un simulateur qui sera bientôt à votre disposition, donc il y aura l'effet inverse, c'est-à-dire que là, on partira de la mensualité visée pour revenir à un montant d'investissement possible. Donc ça, c'est important, ça va arriver, je pense, dans les semaines qui viennent. Euh, alors, il y a une question, pourra-t-on avoir accès au document qui est très formateur? Écoutez, bien sûr. On va peut-être vous proposer d'avoir le contenu de cette webconférence sous la forme d'une fiche de synthèse Mhm. qui vous sera envoyée avec le formulaire où vous pouvez donner votre avis sur cette formation. Et puis, vous pouvez toujours regarder cette vidéo si jamais vous voulez la revoir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez quelqu'un a quelque chose à rajouter. Tu as quelque chose à rajouter? Merci à tous les participants. Je vous rappelle qu'on a une série donc au total de 12 webconférences qu'elle a commencé en début septembre et que la semaine prochaine, 1er octobre, vous avez une webconférence dédiée sur les secrets d'une gestion locative réussie. Donc pour tous les investisseurs qui souhaitent faire un investissement locatif. Et le 3 octobre, une conférence dédiée à la nue propriété, qui est un investissement accessible aujourd'hui à tous. Donc, nous vous remercions et n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous rapprocher de vos RPR pour avoir plus de renseignements sur les prochaines dates et les prochaines web formations. Merci. Merci, au revoir.